Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba s'en va. Le capitaine Ibrahim Traoré vient. Ainsi se perpétue la tradition des prises de pouvoir par l'armée inaugurée en 1966 par Sangoulé Lamizana au Burkina Faso. Qu'est-ce qui a poussé l'armée donc burkinabé à reprendre les armes et à prendre le pouvoir? Ibrahim Traoré va-t-il réussir là où Damiba et Kabouré ont lamentablement échoué? Pourquoi la CEDEAO n'arrive-t-elle pas à arrêter la spirale des putschs? Mali, Guinée et Burkina, décryptage de la diagonale des coups d'État en Afrique de l'Ouest. C'est le thème de cette semaine et nous en parlons avec deux invités. Je vous les présente. Djeri Komandega Tama est avec nous. Monsieur Tama, bonjour. Bonjour. Monsieur Tama est un homme politique togolais. Il est député à l'Assemblée nationale, président d'un groupe parlementaire. Son parti politique s'appelle le NET, le Nouvel Engagement Togolais. Écoutez, c'est avec beaucoup de plaisir que je partage ce plateau avec vous. Je dois ajouter aussi que vous êtes chef d'entreprise. Vous avez créé plusieurs entreprises dont le plus récent, c'est une marque de vêtements dont je ne vais pas prononcer le nom. La marque de votre vêtements s'appelle Hagaï. Je suis, comme d'habitude, dans l'une de ces tenues. Et votre co-débatteur est bien connu des plateaux de New York TV, Luc Koumiabalo Abaki. Bonjour. Oui, bonjour Gilles. Luc, c'est un plaisir de vous avoir de nouveau. Le plaisir est partagé. Luc est un journaliste, analyste politique. On va parler donc du Burkina. Mais quelles sont les dernières nouvelles sur place? Quel est le point de la situation? Aux dernières nouvelles, il paraît que Damiba a jeté l'éponge. Djeri Tama. Il faut demander aux journalistes ou demander à commencer à demander. Non, de toute façon, c'est inévitable. Vous savez, dans ce genre de situation, quand le coup d'État commence, il est très difficile, à partir du moment où les insurgés, comme on les appelle, avant qu'ils ne consomment la prise du pouvoir, maîtrisent les médias d'État, maîtrisent la plupart des acteurs du pays. Il est très difficile qu'on fasse marche arrière parce que ceux qui ont lancé le coup d'État, ils savent que s'ils font marche arrière, c'est la prison, c'est dans d'autres pays même, c'est la peine capitale. Donc, en règle générale, quand vous commencez, et vous avez vu dans quasiment tous les coups d'État, une fois que ça a commencé, ça finit toujours par la chute du régime en place. Donc, je crois que c'était déjà consommé depuis le 30 septembre et aujourd'hui, sans aucun doute, c'est l'apothéose de ce qui a commencé il y a 2 jours, tout simplement. D'après les informations qui nous viennent du Burkina Faso. Lucas Baki, le coup d'État est-il consommé définitivement? Oui, il semble que Damiba a démissionné de façon formelle après avoir tenté de résister, de mobiliser une partie de ses fidèles qui étaient encore dans le cercle fermé, mais en tout état de cause... Il serait retranché à la base militaire. Oui, mais je crois que tel que, en tout cas, les choses se sont passées à la dernière minute, il a compris qu'il fallait démissionner parce que ce n'était pas le moment de créer l'affrontement, surtout que, comme l'a dit tout à l'heure M. Tama, les médias d'État sont sous le contrôle donc, des insurgés, et puis bon, presque la population aussi s'est mobilisée autour donc, de ces insurgés-là. Donc, Damiba, la page Damiba devait logiquement être tournée. Mais, Djeri Tama, vous êtes un ancien militaire. Je savais que ça allait venir. Je vais vous demander comment les coups d'État sont-ils si faciles à organiser maintenant? Damiba, c'est quand même un officier de l'armée. Comment arrive-t-il à se faire cueillir si facilement? Là, vous invoquez mon côté militaire. Vous êtes en train de me demander de donner les astuces pour réussir un coup d'État. Attention, je veux sortir d'ici, rentrer chez moi. Non, je pense que quand vous regardez des coups d'État comme ceux qui sont passés autrefois au Mali, en Guinée, il y a de cela une dizaine d'années, c'est que parfois les colonels, donc qui sont des officiers supérieurs, sont détachés des réalités du terrain que vivent les officiers subalternes. Officiers subalternes, c'est lieutenant, sous-lieutenant, capitaine. Et c'est eux, un lieutenant commande une section, un capitaine commande une compagnie, c'est eux qui sont sur le terrain. Et donc, du coup, les gens qui sont en contact avec la troupe, c'est rarement les officiers supérieurs qui sont à l'état-major ou alors à la tête des régiments et éventuellement de division, mais c'est souvent les officiers subalternes qui sont sur le terrain. Et quand j'ai suivi un échange avec que l'actuel homme fort Traoré a eu avec une radio, il expliquait qu'il était en contact avec certains militaires sur le terrain. Et on demandait moi à certains militaires de marcher sur Ouaga et il les appelait, les gens disaient écoutez, on est avec vous.
Donc, vous avez ce contrôle à la base qui existe et qui fait que quand quelque chose se lance, si les officiers de terrain, c'est ce qu'on appelle les officiers subalternes, sont entre eux, et puis aujourd'hui avec le téléphone et les réseaux sociaux, les choses se mettent en place assez rapidement. Si les officiers subalternes sont d'accord, l'officier supérieur qui est dans sa bulle, souvent, surtout quand on est président de la République, on est vraiment dans sa bulle, sur son piédestal, si vous n'avez pas la base avec vous, vous ne pouvez rien. Donc voilà, Damiba est un officier de terrain aussi. Il est arrivé. Non, mais après il est devenu président. Donc après, il sait, si son premier coup d'État marchait parce que à l'époque, il était réellement officier de terrain, qu'il était en contact avec la base, à partir du moment où il devient président, il perd le contrôle et sans aucun doute qu'il n'a pas compris la nécessité de garder vivant cette chaîne de commandement. Donc il va des officiers supérieurs, il y a certes l'état-major, mais après il y a les officiers sur le terrain, il y a les officiers supérieurs, les commandants, certes, mais après les commandants, vous avez les capitaines et les lieutenants, mais c'est eux qui sont sur le terrain. Donc si vous perdez un moment le contrôle de ces personnes, une fois que ces personnes-là s'entendent, la messe est dite, quoi. Lucas Baki, aussi bien au Mali, en Guinée qu'au Burkina Faso, les coups d'État ont été l'affaire des officiers subalternes. Où sont les généraux, les officiers supérieurs? Est-ce que c'est une crise de génération aussi qui se joue? Je ne sais pas si je peux mieux expliquer que ce que M. Tabar a dit. C'est clair que les officiers de terrain ont beaucoup mieux la main parce qu'ils ont la troupe, parce qu'ils ont l'armement, ils ont les équipements. Oui, on peut penser aussi à une crise de génération. D'autant plus que vous savez, lorsque vous êtes à un niveau un peu élevé, vous jouissez beaucoup plus, voyez-vous, des avantages du poste de général. Vous avez accès donc au pouvoir, vous avez les dividendes du pouvoir. Et de ce point de vue-là, les officiers de terrain n'ont pas les avantages qu'il faut. Et donc c'est eux qui sont beaucoup plus révoltés parce que précisément ils vivent plus les réalités de terrain. C'est eux qui ont besoin des munitions, c'est eux qui ont besoin des équipements pour agir. Ils n'en ont pas, alors que justement la discipline militaire les oblige à passer précisément par toute la chaîne là pour pouvoir donner leurs doléances. Mais quand les doléances ne sont pas suivies des faits, il y a une frustration, il y a une sorte de révolte qui commence à se condenser, et donc à un moment donné, ça devient un terreau difficile à gérer. Oui. Djeli Tama, pourquoi Damiba a-t-il cherché à résister dans un premier temps? Donc si toi tu es dans ta maison, quelqu'un vient te chasser, tu vas accepter? D'abord, vous savez, moi, j'ai pas principe sur contre les coups d'État, vous le savez, chaque fois que je suis venu sur ce plateau, je l'ai dit. Mais il est évident que quand vous avez d'abord, lui qui est en train de le parler, il y a d'abord les avantages, et puis il y a aussi de toute façon une fonction que vous incarnez, vous aviez un programme, et si on vient vous dégager, vous n'allez pas... Moi, je trouve même que d'ailleurs, il faut féliciter son renoncement, parce qu'il aurait pu aller à l'affrontement, il y avait quand même qu'on levait ou nos sagades, les forces spéciales qui le gardaient, dont certains avaient envie vraiment d'en découdre. Donc oui, comme ça a été le cas même avec Roch-Kaboré, c'est-à-dire qu'il faut quand même féliciter le fait qu'à un moment qu'il a compris, du moment où il a compris que la messe était dite, il n'a pas voulu résister davantage. Mais c'est dans l'esprit humain de défendre quelque chose, le gombo qu'on a, c'est normal. Mais bon, maintenant après, une fois que tu te rends compte que tout le monde t'a lâché, même si tu résistais, ça ne changerait pas grand-chose, c'est un peu... que les troupes françaises au Burkina Faso étaient en jeu et que des tractations étaient en cours. Est-ce que cette option n'a pas marché finalement ou c'était... Je n'ai pas, vous savez, il y a beaucoup de conjectures, je ne veux pas rentrer là-dedans, n'ayant pas suffisamment les éléments, mais je pense que depuis un certain nombre d'années, les troupes, que ce soit françaises ou bien toutes les troupes étrangères qui sont dans les pays, observent une certaine non-neutralité. Dans les crises qui secouent beaucoup de pays africains. C'est dans les années 90, par exemple, Épervier intervenait au Tchad, mais je pense qu'aujourd'hui, je ne dis pas si c'est une bonne chose ou pas, mais les troupes françaises, comme les troupes d'autres puissances, évitent d'intervenir dans des crises internes. C'est-à-dire que là, bon... Le Burkina Compaoré a été exfiltré par une troupe française. Oui, exfiltré, oui. Exfiltré, oui, mais pas intervenir au profit d'eux. C'est-à-dire que si j'ai eu des éléments qui parlent d'un hélicoptère qui sera arrivé au Burkina pour exfiltrer Damiba, comme sur la crise ukrainienne, les Américains ont proposé d'exfiltrer Zelensky. C'est-à-dire que il y a toujours une puissance quand on sent que c'est chaud, qui propose quand même pour la sécurité de la personne, dit écoutez, on veut au moins vous faire sortir de la situation. Ça c'est normal, mais maintenant prendre fait et cause et combattre pour
Ben, je pense que ce sont des pratiques aujourd'hui qui s'observent plus, et tout heureux d'ailleurs. Oui, mais Luc Abaki, donc les informations qui circulaient jusque-là, est-ce qu'elles sont fausses? Parce qu'il était dit dans un premier temps que Damiba s'était retranché au camp, comment on l'a appelé, Camboissin. Camboissin, oui. Protégé par les forces Barkhane, que l'ambassadeur de France sur place serait en train de faire des tractations pour imposer un autre officier autre que Ibrahim Traoré. Finalement, quel crédit donner à ces informations? Non, vous savez, dans ce genre de situation, il y a toujours des informations qui vont circuler dans tous les sens. Hein. Mais ce qui est certain, c'est que la France a eu à démentir. Je crois que le porte-parole du Quai d'Orsay a eu à démentir ces genres d'allégations. Et puis, reconnaissons aussi que la mobilisation populaire est un facteur déterminant aussi, même si dans une certaine mesure la France avait envie de s'ingérer d'une manière ou d'une autre. Il me semble que la manière dont les Burkinabés se sont déferlés sur l'ambassade, sur l'Institut français, et puis toute la fronde qu'il y a été incendiée, absolument, et donc tout ce qu'il y a eu comme ébullition sociale contre la France devait logiquement l'amener à se ressaisir. Dans tous les cas, ce ne sont que des supputations et on ne peut pas leur apporter quelque crédit que ce soit. Vous ne pouvez pas parler de supputations parce que les militaires proutistes sont allés à l'écran de la télévision nationale où ils ont... En fait, il y a deux camps à Camboisé là-bas. Il y a un camp, si vous voulez, français, mais il y a aussi un camp burkinabé. Sauf que dans le communiqué, ils n'ont pas précisé que M. Dabiba était sous la garde des forces Barkhane. Vous voyez? Mais je pense aussi que, comme il y avait encore de la résistance dans le camp de Damiba, il fallait jouer un peu sur cette fibre patriotique, étant entendu que les Burkinabés sont suffisamment révoltés contre la présence Barkhane, en tout cas la présence de la France. Si les poutistes tirent sur cette ficelle-là, évidemment la allait se déferler et ce serait un soutien de plus. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont levé, si vous voulez, le couvre-feu qui était prévu pour hier. Donc cela a permis qu'il y ait une mobilisation toute la nuit. Et donc aujourd'hui, évidemment, Damiba a compris qu'il avait joué toutes ses cartes. Oui. Mais est-ce que la mobilisation populaire a été déterminante finalement dans la démission de Henri-Paul Sandaogo Damiba Jerry Tama? On m'a posé une question à laquelle je ne veux pas répondre. C'est pas dans les secrets de Dieu. Je l'ai dit, moi, depuis le... Oui, mais vous avez vu la mobilisation. Non, c'est pour moi, je ne pense pas que la mobilisation sociale... Vous étiez, Damiba, dans votre fauteuil de président en train d'être déchu. Est-ce que vous auriez affronté la situation ou cédé simplement parce que vous voyez vos compatriotes... Vous savez, moi, je suis un politicien. On fait faire au peuple ce qu'on veut. On lui fait dire ce qu'on veut. Je suis politicien, je suis togolais. Attendez que je finisse. Nous avons au Togo ici fait des manifestations qui ont fait sortir des milliers de personnes. Et parfois, nous de l'opposition, nous sommes toujours appuyés sur cette mobilisation en disant le peuple avec nous. Et une ou deux semaines plus tard, vous avez le parti au pouvoir qui décide aussi de mobiliser les gens. Et parfois, vous avez le même nombre de personnes. Donc, on fait dire ce qu'on veut. Pas dans le même contexte. Oui, non, mais ce que je veux dire... Non, ce que je veux dire... après, maintenant, si vous êtes dans le secret de Dieu, vous allez me dire. Mais, ce que je veux dire, c'est que... Vous ne pouvez pas dire ce qui se passe au Burkina. Non, mais si vous me posez une question, laissez-moi finir. Laissez-moi finir, monsieur le journaliste. Je dois vous orienter. Non, mais non, vous n'orientez pas... Vous n'orientez pas ma réponse. Vous orientez le débat si je dépasse le temps qui m'est imparti. Mais pour le moment, laissez-moi répondre. Ce que je veux dire, c'est qu'on fait dire ce qu'on veut au peuple. Quand vous avez les putschistes qui sortent pour dire que oui, au fait, d'un côté, on en dire sans aucun doute dans le débat, d'un côté, qu'ils voulaient un partenariat avec un partenaire que Damiba ne voulait pas, ben, automatiquement, quand vous voyez les personnes qui sont sorties et vous voyez les drapeaux qui étaient brandis, vous savez qu'automatiquement, qu'il y a une partie de la population qui sort, qui est pour un certain partenariat est libre à eux. Mais nous ne pouvons pas, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de politiciens, nous ne pouvons pas aujourd'hui considérer que chaque fois que dans une capitale, il y a une partie de la population qui sort manifester, que c'est le peuple entier du Burkina. C'est la nuance que je voulais dire. Oui, moi je pense que depuis le vendredi, à partir du moment où les putschistes ont réussi à prendre les médias d'État, ont réussi à prendre l'ensemble des artères, que le peuple soit sorti ou pas, de toute façon c'était cuit. Donc maintenant que Damiba jette l'éponge, une journée, 2 journées, 3 journées plus tard, de toute façon, c'est que la messe était dite depuis le vendredi dernier. Mais comme je l'ai dit en début de réponse, je ne suis pas
au cœur de l'action. Je ne sais pas ce qui a décidé Damiba à jeter l'éponge, mais ce qui est sûr, c'est qu'il avait déjà perdu le pouvoir à partir du moment où les putschistes avaient en réalité la contestation de la sécurité dans le pays. On va analyser maintenant la situation, comment on en est arrivé là. Mais d'abord, Luc Abaki, est-ce que le lieutenant-colonel Damiba n'est pas tombé dans son propre piège quand il faisait une déclaration malheureuse à l'intérieur du pays, là-bas au Burkina Faso, quand il disait, il défiait ses camarades d'armes de prendre les armes et de le renverser s'ils en ont la capacité. Est-ce que ce n'est pas une défiance qui se retourne finalement contre lui? Mais oui, mais bien sûr, parce que là, je crois que Damiba a beaucoup brillé par ses maladresses. Dans son langage même, on constatait qu'il avait du mal à incarner un leadership qui permettrait de mobiliser, en tout cas de mobiliser, de fédérer les énergies autour de lui pour une cause qui a justifié justement son arrivée au pouvoir, de par même ses propres résultats. La raison qui avait fondé son irruption dans le fauteuil présidentiel au Burkina Faso était que le régime de Roch Christian Kaboré était incapable, apathique et donc laissait les djihadistes et les terroristes décimer pratiquement des dizaines de vies, en tout cas au Burkina Faso. Et donc, de ce point de vue, il a estimé que Roch n'étant pas militaire, ne maîtrisant pas tous les enjeux sécuritaires, donc il faut le renverser. Et donc, c'était le mobile de base. Malheureusement, sous Damiba, on constate que le problème, c'était d'ailleurs métastasé, il s'est même accentué, il était devenu plus difficile à gérer. Et Damiba lui-même, de par ses propos, son attitude, sa posture, on a eu le sentiment qu'il était dans une hybridation idéologique où on ne sentait pas très bien c'est quoi ses choix stratégiques. Il semblait être plutôt tiède au lieu d'être chaud ou froid. Donc, dans ces conditions, bien sûr, on ne peut pas attendre d'un militaire une telle posture. Et pire encore, il vient défier les militaires en leur disant que s'ils ne sont pas d'accord avec les actions que lui mène, qu'ils fassent leur coup d'État. Bien sûr que, connaissant bien le Burkina Faso, qui a une tradition des coups d'État, il fallait bien qu'ils s'attendent à ce qu'un jour, un groupe de militaires puisse s'organiser en tant que tel. Donc, c'est aussi ça, aussi le piège du pouvoir, parce que précisément lorsque vous arrivez dans le fauteuil du pouvoir, vous avez le sentiment d'être invincible, puisque tout le monde rampe sous vous et tout le monde vous avez l'impression d'être un délégué de Dieu sur terre, sinon Dieu lui-même. Donc au point où vous commencez à être condescendant, arrogant, et vous ne comprenez pas qu'en réalité, votre pouvoir dépend justement du niveau d'implication et d'adhésion, aussi bien des troupes que de la population elle-même. Et donc, je crois que c'est le résultat de tous ces manquements-là qui a abouti précisément à son renversement aujourd'hui. Djelik Taba, à l'analyse de la situation sécuritaire au Burkina Faso, parce que les djihadistes ont repris du poil de la bête avec plusieurs attaques et plusieurs morts. À la lumière donc de cette information, est-ce qu'on peut dire que ce coup d'État n'est pas justifié dans la mesure où Damiba avait pris le pouvoir avec la promesse de changer la situation sur le terrain, ce qui ne fut pas le cas? Le coup d'État de Damiba ne se justifiait pas. Le gars, moi je parle en tant que politicien, qui veut un jour venir au pouvoir. Redoute les coups d'État. Non, c'est pas que je redoute les coups d'État, c'est que nous avons un pacte républicain qui veut que ceux qui viennent au pouvoir ne soient pas un choix du peuple. Et à partir de là, si pendant votre mandat, vous ne faites pas la satisfaction, on attend la fin de votre mandat, on vous remplace. Et si c'est un militaire qui veut vous remplacer, il fait comme on l'a vu avec ATT, ou beaucoup d'autres militaires, il démissionne, il rentre, il fait la politique, et puis il prend le pouvoir. Je rappelle ici que quand on prend un pays comme la France, Hollande, à la fin de son mandat, avait moins de 10% d'avis favorables. Il était désavoué par l'ensemble du pays, mais on a lancé, il a fait son mandat, on a changé. Mais la France aussi a connu des coups d'État qui ont refondé la République. Sous la deuxième et la troisième République, mais depuis la cinquième République, non. Donc, en réalité, c'est que moi, je condamne tous les coups d'État. Et le coup d'État de Damiba, c'est-à-dire qu'on avait un président Roch Kaboré, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il avait été élu par l'ensemble de ses concitoyens. Il finit son mandat, il n'a pas rempli ses objectifs, on le remplace. Donc, au fait, aujourd'hui, c'est la fête de l'arroseur arrosé, tout simplement.
Oui, mais Et- c'est en cela que je demandais si ce coup d'État... Non, mais c'est pour ça que je dis que je ne le justifie pas. Il n'y a pas de justification à partir du moment où, même si on n'est pas d'accord des résultats de Roch Kaboré, Je parle de Damiba qui a non, dit mais qu'il je reviens. arrêter le Au fait, terrorisme. je vais à la source du problème. Ouais. C'est-à-dire qu'en réalité, quand Damiba fait le coup d'État, il voulait arrêter le terrorisme. On n'arrête pas le terrorisme en descendant les institutions de la République. Il n'a pas réussi. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez les résultats de Damiba, alors que ça fait que 8 mois qu'il est là au pouvoir, ben aujourd'hui, les attaques terroristes ont augmenté de près de 65%. Il y a juste une semaine, il y a un convoi qui a été attaqué, 11 militaires, une cinquantaine de personnes tuées sur un convoi de près de 50 voitures. Donc le terrorisme aujourd'hui s'est amplifié. Et honnêtement, je ne veux pas faire le devin, mais ça m'étonnerait que l'arrivée même de ceux qui arrivent aujourd'hui arrive à complètement couper ce problème. Parce que le problème est le plus important. D'abord, il doit se traiter à l'échelle sous-régionale et sur le sud. Bon, bref. Donc, autant le coup d'État de Damiba ne se justifiait pas, autant celui-là ne se justifie pas. Parce qu'en réalité, si on suit le discours qui est proposé, je réécoute le deuxième communiqué de ceux qui sont là. Ils disent en réalité, ils voulaient nouer un partenariat avec une puissance et Damiba n'était pas d'accord. Donc en réalité, on rentre sur quoi? Aujourd'hui, pendant que tout le monde est en train de parler d'indépendance de l'Afrique, de souveraineté de l'Afrique, c'est-à-dire qu'en réalité, nous sommes dans une sorte de recherche de tuteurs. C'est-à-dire que, bon, ok, on était avec telle personne, on n'était pas content, on a voulu prendre ça, et comme l'autre n'est pas d'accord, on a fait un coup d'État. Donc en fait, c'est quoi? C'est juste un règlement de compte. Vous imaginez, c'est-à-dire que vous avez un pays avec 16 institutions, ainsi de suite, et les militaires, sous le prétexte qu'ils ont les armes, ben, ils font des règlements de compte entre eux. C'est proprement inadmissible. Oui. Autant le premier n'était pas justifié, autant celui-là n'est pas justifié non plus. Oui, vous me permettez d'ouvrir ce chapitre. Est-ce qu'il y a des bons coups d'État et des mauvais coups d'État? Je voudrais qu'on en parle. Le temps de rappeler aux téléspectateurs qu'ils peuvent participer à cette émission, comme d'habitude, en nous écrivant via WhatsApp. Je vous rappelle le contact, plus 228 96 46 10 31, plus 228 96 46 10 31. Écrivez-nous, que pensez-vous donc de cet énième coup d'État survenu au Burkina Faso? Est-ce que Ibrahim Traoré, c'est le nouvel homme fort du Burkina Faso, est-ce qu'il va réussir dans sa mission? Que pensez-vous de leur envie de nouveaux partenariats? Parce qu'on a vu dans les rues de Ouagadougou des drapeaux, s'il faut les nommer tout de suite, des drapeaux russes flotter un peu partout. Est-ce que c'est une belle option pour vous? Nous attendons donc vos réactions au plus 228 96 46 10 31. Luc Abaki, oui. Au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, il y a eu des coups d'État. Ces coups d'État sont-ils les mêmes? Est-ce qu'il y a des bons et des mauvais coups d'État? Alors, est-ce qu'il y a des bons et des mauvais coups d'État? Je ne saurais le dire de façon aussi tranchée, mais il y a une certitude, c'est que lorsque vous avez une vision, une aspiration, qui est donc de construire un pays démocratique, d'accord? Donc, le pays démocratique repose sur un certain nombre de principes. Et donc, il voudrait que le président de la République soit élu par donc, son peuple et qu'il dévoile ou déroule sa mission, sa vision, ses actions dans l'intérêt du peuple. Ça, c'est ce qu'on a comme principe de base. Maintenant, une fois que le président est élu, mais il arrive des situations où il tourne le dos au peuple. C'est-à-dire qu'il renonce, à la limite même, il trahit la mission pour laquelle il est là. Or, il s'agit en effet de la vie des gens. Il s'agit de la construction d'une nation. Il s'agit des principes qui permettent le vivre ensemble, etc. Donc, la mission du président, une fois qu'il y renonce, de gré ou de force, volontairement, délibérément, ou par incapacité, il crée une situation qui devient malheureusement ingérable et ingouvernable. Je crois que cette situation, nous l'avons bien vécue au Mali, où à un moment donné, Ibeka ne gouvernait plus du tout le pays, oui, et la population... instrument on mesure le degré de trahison? C'est ça la question. Non, le degré de trahison, par exemple, lorsqu'un pays, vous êtes en train de gouverner un pays, et vous accumulez des mois d'arriérés de salaire. Vous n'avez plus une capacité à, si vous voulez, gérer les difficultés. Il y a des grèves à tous les niveaux. Je suppose que vous vous souvenez très bien de la situation du Mali avant le renversement. D'abord par la population, par les hommes. Parade dans les boîtes de nuit avec... voilà, mais tout ça là, ça crée une forme de désordre qui donne le sentiment qu'il n'y a plus de perspective pour l'État lui-même. À un moment donné, il faut le reconstruire. Qu'à cela ne tienne, vous avez dû constater qu'au Mali, c'est beaucoup plus la population qui a œuvré pour le renversement du régime d'Ibeka. Donc, dans ces conditions, en réalité, personne ne peut accepter le principe des coups d'État, mais au même moment, je pense qu'il constitue un élément
qui doit attirer l'attention des dirigeants pour qu'ils comprennent que l'essentiel pour eux n'est pas de parvenir dans le fauteuil présidentiel, mais c'est beaucoup plus les œuvres qu'ils vont laisser, leur manière de gouverner qui pourrait alors leur donner l'aura dont ils ont besoin. Donc, il faut bien que nos dirigeants comprennent qu'ils ont une responsabilité. Ces coups d'État-là sont tributaires des manquements que les dirigeants eux-mêmes présentent lorsqu'ils reçoivent la confiance d'un peuple entier. Donc, on ne peut pas que ce sont les présidents élus qui fournissent les arguments. Absolument, ils prêtent le flanc à ce genre de situation parce qu'une fois qu'ils arrivent là-bas, ils prennent le pouvoir comme ils le font en soi, ils considèrent avoir atteint le summum de l'évolution de leur propre vie, ils oublient que c'est un sacerdoce pour eux que de se sacrifier et de servir fondamentalement le peuple sur la base des lois qui sont déjà établies et qui permettent précisément de réguler la vie de la société. Oui, Djeli Tama, est-ce que vous ne comprenez pas l'argumentation de Lucas Baki? Quand on prend la Guinée par exemple, avec le 3e mandat d'Alpha Condé, un ancien opposant arrivé au pouvoir, avec toutes les promesses qui tripatouillent la Constitution pour s'offrir un 3e mandat, dans les conditions qu'on sait, les conditions rocambolesques, et qu'à côté, au Mali, un Ibeka complètement dépassé par les événements, avec la Gabji, la corruption, et son fils qui ostensiblement prenait l'argent public pour faire des fêtes partout avec des filles. Est-ce que ces présidents élus ne prêtent pas le flanc, comme Luc le disait, au coup d'État? Vous savez, je l'ai dit, moi, je suis politicien, et ma Bible, c'est la Constitution et les lois de la République. Oui, mais dans la Constitution, il attendez, est dit... Mais monsieur, si vous ne me laissez pas m'expliquer, ben, c'est pour vous aider à mieux... Non, mais vous ne savez même pas ce que je veux dire. Non, ce que je veux dire, c'est que la Constitution prévoit les conditions dans lesquelles on doit destituer un président. C'est notre Bible. Ben, si les conditions ne sont pas réunies, ben non. C'est-à-dire que toutes les constitutions disent dans quel moment on considère qu'il y a une trahison. Et en ce moment-là, toutes les forces du pays doivent se lever et faire obstacle et barrage à l'exercice du pouvoir. Oui, mais quand il y a modification tripartite... Attendez que je finisse, j'en arrive, vous me coupez la parole. Non, je vous relance. Non, mais parce que je n'ai pas fini. Okay. Bon, bien, il faut que je vous envoie les types de réponses, comme ça vous allez savoir si c'est ma première ou la deuxième. Donc c'est le premier élément. Si on doit permettre à l'armée d'être celui qui décide que, ok, telle personne n'est plus en droit, ben en ce moment-là, vous allez vous rendre compte que nous rentrons dans une situation inconstitutionnelle et ingérable. Parce que la perception du verre à moitié vide, à moitié plein, appartient à tout le monde. C'est pour ça que je donne l'exemple du Togo, où dans ce pays-là, il y a eu des moments où les manifestations étaient telles qu'on pourrait dire c'est l'expression du peuple. Premier élément. Le deuxième élément, vous avez posé une question qui est vraie. Est-ce qu'il y a de bons ou de mauvais coups d'État? Il y a de bons coups d'État. Vous prenez, parce que souvent, malheureusement, l'histoire est têtue, on ne la suit pas. Vous prenez le cas du colonel Salou Djibo au Niger. Mais quand Mamadou Tandja a voulu faire un 3e mandat, mais le colonel Salou Djibo avec 5 autres colonels, 4 autres colonels, a fait un coup d'État, a organisé les élections dans l'année. Et c'est ça, en fait, qui aujourd'hui marque le renouveau du pouvoir au Niger. Parce qu'après, c'est Issifou qui est arrivé. Aujourd'hui, on a donc le nouveau président. Quand vous avez, comment on appelle ça, Sani Abacha, au Nigeria, le dictateur absolu. Mais qui a mis un terme à cette histoire, c'est le général Abdou Salami Aboubakar. Il a organisé les élections dans l'année. Il a fait passer le pouvoir des civils. Aujourd'hui, tout va bien. Même si on va plus en arrière, ATT, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a mis un terme au pouvoir de Moussa Traoré, qui était un militaire qui a pris le pouvoir en 1963. Et il a organisé les élections dans l'année, passant le pouvoir donc Alpha Oumana Konaré, avant de venir plus tard en ayant démissionné pour devenir président. Donc oui, il peut y avoir des coups d'État salutaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous prenez notre ami Doumbouya, qui, après avoir mis un terme donc, au pouvoir, moi je suis contre les 3e mandats. Je l'ai toujours dit. C'est-à-dire que les tripatouilles qui font que les gens se donnent un 3e mandat, je suis contre. Donc Doumbouya a fait un bon coup d'État. Mais sinon, attention, bémol. Si Doumbouya fait un coup d'État et dans l'année, il organise des élections, surtout qu'aujourd'hui, la Guinée n'est même pas dans une situation de guerre où on peut dire que, bon, voilà, il organise dans l'année une élection et il redonne le pouvoir aux civils, moi j'applaudis. Mais c'est aujourd'hui les dérives auxquelles on est en train d'assister, où on voit que certains arrivent
Et puis, comment s'il dit 3 ans, après 5 ans, après, bon, ben, on va se retrouver comme dans certains pays où les gens finissent par s'éterniser au pouvoir. Donc, oui, il peut y avoir, quand on regarde l'histoire, je n'ai cité que ces 3, hein, il y a même Sekouba Konaté. En Guinée. Oui. Quand Camara a fait son truc, c'est quoi qu'on était venu, il a organisé les élections. C'est ça qui a permis même à Alpha Condé de gagner les élections. Il est parti. Oui, mais donc, après ces séries de putsch et les élections, la crise perdure. Bah, pas dans tous les pays. Je viens de donner 3 exemples de pays. L'envie de ces putschistes de remettre les choses à plat et de refonder l'État. Attention. Non, je vais dire une chose. Oui. Je viens de donner l'exemple de 3 pays où les coups d'État ont remis les institutions en marche, surtout pour le plus grand pays de l'Afrique. Eh mais des institutions qui sont avariées. Non, mais pas le Nigeria. Pas le Niger. C'est-à-dire que ne raisonnons pas induction. Au fait, le vrai problème qu'on fait, c'est qu'on prend un cas particulier, on le généralise. Quand vous prenez les 4 coups d'État dont j'ai parlé, aujourd'hui, vous avez le Nigeria, plus grand pays de trucs, qui a connu un certain nombre de coups d'État avant donc l'intervention de M. Aboubakar Salami, et qui a remis le pays sur les rails. Donc, ce n'est pas tous les coups d'État qu'on dit, ben, on a eu des coups d'État, si vous voulez parler de coups d'État salutaires, on a eu cette situation-là où le Nigeria, aujourd'hui, sont revenus sur les rails. Donc, c'est pas, vous savez, les hommes, ils sont ce qu'ils sont. Vous n'avez pas c'est Dieu seul qui sait de quoi l'avenir est fait. Vous ne pouvez pas, aujourd'hui, dans un pays, pour dire, écoutez, moi, je vais arranger tout, et ça va s'arranger. Parce que la preuve, c'est que qui aurait pu imaginer à cet instant que le docteur Alpha Condé, qui a été emprisonné sous Lansana Conté, qui était donc un grand intellectuel, qu'un gars comme Alpha Condé allait vouloir s'éterniser au pouvoir. Vous ne pouvez pas avoir la boule de cristal pour dire, je vais tout mettre en place, et une fois que j'ai tout mis en place, c'est bon. C'est ça le vrai problème. Qui aurait pu imaginer que Amanou Tirani Touré, un ancien militaire, colonel, qui a fait un coup d'État, qui est revenu par la voie normale, on lui ferait un coup d'État à 1 mois de la fin de son mandat. 1 mois de la fin de son mandat. Et c'est un capitaine qui l'a fait. Et c'est en réalité, quand vous regardez, c'est ce coup d'État de Sénégal qui a permis, quand le système était complètement désorganisé, au djihadistes de descendre, bien entendu. Bamako. Louis Kaba, qu'est-ce que vous comprenez l'envie des nouveaux poutistes de refonder l'État parce qu'ils ont constaté un certain nombre de crises, même les élections pour eux n'arrivaient pas à atteindre les objectifs qu'elles se fixent. Non, je voulais d'ailleurs rebondir sur l'intervention de M. Tama tout à l'heure pour dire, oui, nous sommes d'accord que la Bible d'une république, c'est la Constitution, et elle prévoit un certain nombre de dispositions, y compris celle de la destitution précisément d'un président de la République. Mais au même moment, lorsqu'un président cultive dans sa gouvernance, la corruption, c'est aussi une trahison, c'est aussi enfreindre des lois de la République, ou un certain nombre d'injustices qui font que ceux qui n'ont pas le pouvoir, je veux dire, la population elle-même, elle est laissée pour compte. Et donc c'est ça, en fait, qui déstructure la société, parce que la gouvernance d'État, c'est en réalité un pacte avec le peuple. C'est un pacte, pourquoi? Parce que tout ce qui est au sommet de l'État, je veux dire les ressources et tout, vient du peuple. Et donc la mission du dirigeant, c'est tout simplement d'utiliser les ressources qui sont là pour les affecter à des secteurs porteurs, faire en sorte qu'ils puissent toujours travailler sur l'épanouissement de la population. Lorsqu'il faillit de ce point de vue-là, et où la situation devient ingouvernable, où la population elle-même est laissée pour compte, déjà c'est une vraie trahison qui va même au-delà même de la Constitution elle-même. Parce qu'en réalité, oui, mais c'est la vie. C'est la vie du peuple qui compte. C'est pas militaire de décider. Ça, pardon? C'est pas militaire de décider, personne ne l'a. Non, jusque-là, je ne parle pas des militaires, mais j'ai parlé du Mali où, en réalité, c'était la population qui a renversé le président Ibeka. Sauf que les militaires sont venus conclure une action qui durait sur des mois. Voyez-vous? Donc, je crois que c'est un vrai problème. Quant à votre question, bien sûr on peut aisément comprendre qu'il puisse avoir un besoin de reconstruire l'État, en tout cas d'asseoir les fondamentaux d'un État en tant que tel, avant d'envisager la perspective d'une élection, par exemple. Dans le cas d'espèce du Mali, parce que c'est ce point qui m'intéresse beaucoup, voilà un pays qui a été décimé à 60 à 80%, totalement entre les mains des djihadistes, et où la société elle-même est déstructurée, il y a des déchirures un peu partout, et quelqu'un vient faire un coup d'État, en tout cas conclure une action de contestation qui a été déjà initiée par la population. Je crois qu'on ne peut pas rentrer dans le fétichisme des élections, on ne peut pas en faire des élections une fin en soi où on se dit, mais une fois qu'il y a élection, c'est que la solution est trouvée. Non.
le succès des élections dépend fondamentalement des conditions de ces organisateurs, de leur organisation. Et donc, si les conditions ne sont pas réunies, si la CEDEAO elle-même demande, par exemple, au Mali qu'il n'y ait jamais d'élection avant d'avoir fait un certain nombre de réformes qui permettent justement de focaliser l'énergie de l'ensemble de la population autour des idéaux qui permettent le vivre ensemble, il est normal que lorsque quelqu'un vient et qui pose le diagnostic de tout ce qui ne va pas, il faut y réparer, il faut trouver des solutions avant de créer les conditions qui permettent d'organiser des élections qui permettront alors de désigner quelqu'un qui puisse jouir d'une légitimité réelle. Avant cela, si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'on risque d'être dans le cycle d'un coup d'État parce que le diagnostic n'étant pas posé, les solutions de base n'étant pas trouvées, celui qui viendra n'aura pas non plus la marge nécessaire puisqu'il n'a pas d'abord la légitimité requise et ensuite, ce n'est pas évident qu'il puisse avoir les coups de franche pour pouvoir justement gouverner et asseoir les socles d'une gouvernance réelle. Oui. Avant la pause, avant donc de retrouver les téléspectateurs pour leurs questions, leur contribution au débat, je voudrais qu'on parle de la CEDEAO un peu. CEDEAO, est-ce qu'elle a finalement échoué à trouver les remèdes contre les coups d'État? Pourquoi elle n'arrive pas à stopper cette spirale véritable? Non, mais la vocation de la CEDEAO, vous avez vu dans les textes de la CEDEAO, quand sa mission c'est d'empêcher les coups d'État? C'est de la condamner. Non, la mission, aujourd'hui, d'abord, c'est qu'il faut partir du principe que la CEDEAO est d'abord une organisation économique qui a étendu ses pouvoirs sur le plan politique. Mais la CEDEAO, au-delà de son mécanisme de prévention, qui est juste un système d'alerte, où on envoie des gens pour dire, bah, écoutez, essayez de vous entendre, la CEDEAO n'a pas vocation à faire le gendarme au niveau des pays. C'est les pays, la souveraineté, la CEDEAO n'a pas empêché la souveraineté. La CEDEAO dispose des moyens... Non, mais ce que je veux dire, non, aujourd'hui, quels sont les moyens dissuasifs de la CEDEAO? Les sanctions les sanctions, on ne vous sanctionne pas avant qu'on ait commis l'action. C'est quand vous commettez l'action qu'on vous sanctionne. Aujourd'hui, quand il y a des bruits de bottes, on ne va pas commencer par vous sanctionner en disant on a l'impression que ou bien on a eu des informations concernant un coup d'État. C'est quand le coup d'État est consommé que la CEDEAO sanctionne. Et on l'a vu de toute façon avec le cas malien, que sur le fond, les sanctions de la CEDEAO n'empêchent pas forcément les États, quand ils en veulent, de continuer à exister. Et moi, je trouve aujourd'hui déplorable qu'on ne parle pas d'un pays qui est admirable, qui est la Mauritanie, qui a quitté la CEDEAO. Et qui aujourd'hui ne se porte pas plus mal que ça. Aujourd'hui, sur les pays du Sahel, la Mauritanie est le seul à avoir réussi à éliminer complètement le djihadisme sur ces territoires, alors que c'est l'un des pays les plus grands de la sous-région. Donc, sur le fond, la CEDEAO n'a pas vocation à empêcher les coups d'État. Les coups d'État, comme Luc l'explique, c'est l'expression des forces d'un pays. Moi, je serais toujours opposé à ce que les militaires utilisent des armes. Moi, je suis ancien militaire. Utilisent les armes que le contribuable nous a achetées pour décider de quand est-ce que quelqu'un a cessé de parler au nom du peuple. Voilà. Mais maintenant, après, une fois que c'est consommé, la seule question, c'est de voir comment est-ce qu'on règle le problème. Moi, pour revenir rapidement sur l'ancienne question, c'est que je rigolais un peu quand Luc parlait, parce que, qu'est-ce qui se passe? Quand on a fini de mettre en place les conditions qu'on considère qu'elles sont optimales, on fait quoi? On fait une élection législative et présidentielle, et le président qui arrive avec une majorité à l'Assemblée, parce qu'on ne va pas mettre une institution, ou bien un pays où on dit que l'Assemblée n'a plus la capacité de modifier les lois telles qu'elle veut. Donc ça veut dire que, en réalité, c'est que si nous voulons rester dans le même système démocratique où on a une séparation de pouvoir judiciaire, exécutif et législatif, c'est que quels que soient les systèmes que vous avez mis en place, la nouvelle assemblée qui sera mise en place peut décider de déconstruire toutes les lois que vous avez mises. Donc l'idée qui consiste à dire on va remplir toutes les conditions, sauf à mettre en place un système qui est complètement monocaméral, où c'est le pouvoir qui est là et qu'on n'a plus de pouvoir législatif. Sinon le pouvoir législatif qui va venir après, s'il considère qu'il y a des lois qu'il faut déconstruire, on va les déconstruire. Donc l'idée de dire on veut mettre tout en place et le donner à... Si vous acceptez le principe que vous allez reconfier le pouvoir des civils, qui va mettre en place un système démocratique avec une assemblée et un exécutif, ceux qui vont venir, s'ils décident de déconstruire votre histoire, ils vont le déconstruire. Le plus simple, c'est pour ça que dans le cas du Mali et du Niger et du Nigeria, c'est de mettre en place un système dans lequel tout le monde se retrouve. Et aujourd'hui, vous avez malheureusement le fait que dans l'ensemble des deux pays dont on parle, que ce soit le Niger ou bien le Mali, puisque le Burkina, son problème est plus compliqué, c'est que pour le moment, les politiciens sont plus ou moins mis à l'écart en l'entendant. Donc si vous mettez en place quelque chose, que vous organisez en pensant que voilà ce dont les gens veulent, et qu'après vous organisez des élections et vous laissez les politiciens revenir, ce que vous avez mis en place, en bout de 5 ans, ils vont le modifier. Luc Abaki, est-ce que la CEDEAO est dépassée définitivement par les événements? Mais vous savez, lorsqu'on parle de la CEDEAO, il faut en même temps comprendre que
c'est les chefs d'État des pays qui composent la CEDEAO, qui composent en fait la CEDEAO. Ça veut dire que si à l'interne de chaque pays, les dirigeants eux-mêmes n'ont pas l'aura nécessaire, n'ont pas une vision, d'abord pour leur propre peuple, ils ne peuvent pas transmuter cette énergie au niveau de la CEDEAO. Voyez-vous? Donc, la gouvernance de la CEDEAO est à l'image, justement, de la gouvernance de beaucoup de pays dans notre sous-région. Cela dit, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il faut qu'on ait finalement des leaders. C'est pour ça que, d'ailleurs, je pense que nous devons, les intellectuels en Afrique doivent commencer à s'assumer. Parce que, à partir de l'instant où nous continuons de considérer le pouvoir comme une fin en soi, un instrument de jouissance, ou lorsque vous êtes président de la République, ou vous détenez une portion de pouvoir, c'est comme si vous avez préséance, ou bien quelque chose de particulier en termes d'atouts, de vertus, de qualité sur les autres citoyens. C'est là où il y a le problème en fait. C'est pour ça que je reviens toujours sur ce qui caractérise en fait le pouvoir. Le pouvoir n'est rien d'autre que ce que le peuple lui donne. Voyez-vous? Donc, un président de la République qui n'a pas conscience de cela et qui, parce qu'il a une signature, il a la capacité de décider du sort d'un citoyen, etc., pense qu'il a quelque chose de mieux que les autres citoyens, va toujours faire fausse route. C'est d'ailleurs ce qui peut amener un leader politique qui va avec un programme de société vers la population pour se faire élire et qui, une fois au pouvoir, va alors commencer à démanteler tout l'arsenal qui a été mis en place de commun accord avec l'ensemble de la population pour conduire ce peuple-là vers une destination donnée. Voyez-vous? Donc la CEDEAO, en tant qu'entité, est largement dépassée et elle ne peut absolument rien dans cette situation de coup d'État, même si l'actuel président en exercice projette de créer une force contre les putsch. Je ne sais pas de façon pratique comment cela va se faire, mais je pense que l'enjeu est beaucoup plus dans la gouvernance des États eux-mêmes. Et donc, une fois qu'on arrive à avoir des leaders qui sont en harmonie avec les lois républicaines, qui aspirent justement à laisser des œuvres qui vont leur permettre de rentrer dans l'histoire de ces peuples-là, vous allez voir que les choses vont aller d'elles-mêmes, parce que, en tout cas, je considère qu'on est dans un processus, on est en train de balbutier par rapport à cette vocation de la démocratie, parce qu'on ne l'a pas encore, tout simplement parce que ceux qui sont au sommet de l'État considèrent le pouvoir comme étant un instrument dont il faut jouir. Et lorsqu'ils arrivent, ils prennent leurs frères, leurs cousins, leurs amis. Et c'est le népotisme, c'est le désordre. Et donc, du coup, ils ne peuvent pas épargner le peuple. La France n'aurait pas échappé à cette question des coups d'État si, à un moment donné, il n'y a pas eu des gens qui ont compris que, il faut plutôt porter le nom du pays plutôt que de porter le nom de l'individu que constitue le président de la République. Non, mais pour faire une synthèse, je crois comprendre que vous considérez que les coups d'État à répétition, finalement, ne sont que des symptômes d'une crise plus profonde, crise électorale, crise des régimes politiques. Vous n'êtes pas d'accord sur non, du tout. En fait, le problème, c'est qu'on aime tellement diaboliser nos propres dirigeants. Aujourd'hui, quand on prend la CEDEAO, il y a combien de chefs d'État qui font plus de 3 mandats? 2. Le Togo et la Côte d'Ivoire, c'est fini. Le reste des présidents qui sont là, ils sont au plus grand dans leur deuxième mandat, en dehors de ces 2 pays. Il y a deux présidents qui ont été évacués alors qu'ils n'envisageaient même pas faire trois mandats, à savoir le Mali et le Burkina Faso. C'est-à-dire que nous sommes tellement dans une diabolisation. Non, la question n'est pas le mandat. Non, mais j'en finis. Voilà. C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, nous avons des chefs d'État en Afrique qui font ce qu'ils peuvent, qui travaillent avec les ressources qu'ils ont, mais je trouve qu'on a aujourd'hui de bons chefs d'État dans l'Afrique. C'est-à-dire que nous avons tellement l'habitude de dire, oui, au fait, la CEDEAO, elle n'a pas les moyens de son action, ça c'est la vérité. Mais les présidents de la CEDEAO ne sont pas jetés, parce qu'il y en a qui sont venus au pouvoir par le choix de leur peuple, qui font ce qu'ils peuvent. Nous avons un problème, plusieurs crises qui secouent l'Afrique. Aujourd'hui, certes, nos gouvernants n'arrivent peut-être pas à satisfaire les besoins fondamentaux de nos pays, mais je n'accepte pas le principe qu'on dise que la CEDEAO est à l'image de la mauvaise gouvernance et c'est pour ça que les coups d'État arrivent. Je suis pas d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons que deux pays, le nôtre et le Burkina Faso. Non, moi je ne me réfugie même pas derrière les mandats. Voilà. Je dis toujours une chose. Je dis, soit on décide de sortir du système de la démocratie. Si on ne veut pas, on sort du système de la démocratie. Mais s'il vous plaît, si on décide d'être dans le système de la démocratie, c'est-à-dire que vous élisez un président, il a 5 ans.
à faire son programme. Si son programme n'est pas bon, ben, à la prochaine élection, le pays l'écarte. C'est le principe. Mais je ne sais pas si on se comprend. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de pays en Afrique qui nous entourent, où nous avons des présidents. Pour certains, ils sont dans le premier mandat. Pour d'autres, ils sont dans le deuxième mandat. On n'a pas encore, en entendant, s'il y a des présidents qui veulent faire un troisième mandat, on n'en sait rien. Mais il n'y a que 2 présidents sur les 15 que constitue la CEDEAO. Et je considère qu'ils font ce qu'ils peuvent dans un climat encore très compliqué. Voilà, je suis d'accord avec toi. Jusque-là, je n'ai même pas parlé de mandat, moi. Je parle de la gouvernance. Mais comment vous c'est le pays qui décide, c'est le pays qui décide. En fait, le truc c'est que le vrai problème. Non, mais parce que vous m'avez coupé aussi. Non, vous m'aviez coupé aussi. En fait, le vrai problème, c'est se substituer. C'est de procéder à des coups d'état de parole. Oui, il m'a fait trois coups d'état. En fait, le vrai problème, c'est se substituer au peuple. C'est-à-dire que c'est de dire, à partir de votre expérience subjective, mais après, bon, vous êtes journaliste, vous avez le droit. Après, c'est de dire, ok, nous on considère que telle personne ne fait pas la volonté du peuple. La seule entité qui doit dire tel président a fait ou n'a pas fait la volonté du peuple, c'est le peuple. Lors de la prochaine élection. Moi, je ne sais même pas. Finalement, il faut généraliser. Il ne faut pas à un moment donné poser sur la table la question des nouveaux partenariats dont les gens ont envie en Afrique. Est-ce que ce n'est pas le fond du problème? Je voudrais qu'on en parle, mais dans la seconde partie de Libre Forum, parce que là, nous sommes obligés de marquer une pause pour une édition de journal. On vous retrouve, chers téléspectateurs, dans une dizaine de minutes. Préparez vos questions, plus 228 96 46 10 31. À tout de suite.